Monsieur Alain Makita Mongala, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans une poignée de secondes, nous parlerons de l'école africaine du développement, donc l'EAD en cycle. D'abord, quel regard portez-vous sur le système éducatif congolais? Bon, vous savez, le système éducatif congolais, je veux le regarder beaucoup plus du côté de l'enseignement privé. Vous savez que, en fait, à partir de la conférence nationale, il a été donné à tout un Congolais de pouvoir participer au développement économique de ce pays dans la réforme du système éducatif congolais. Donc, on a vu que l'État, qui avait beaucoup de charges à l'époque, s'est dessaisi d'une partie de ses pouvoirs dans l'éducation des jeunes. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons, nous, les Congolais, ou encore certaines personnes expatriées, nous nous sommes lancés dans la formation des jeunes, et ce qui a fait que le système éducatif congolais se développe aussi, parce qu'on va avoir deux composantes qui vont tout ensemble. Bien sûr, nous avons le secteur privé et nous avons le secteur public qui concourent tous et qui vont dans le même sens du développement de la culture ou de l'éducation du jeune Congolais. Lorsque vous, les secteurs privés, vous êtes arrivés, vous avez trouvé le système en bon état. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui les choses se détériorent, d'après vous? Bon, mais vous savez que dans chaque chose, c'est vrai qu'on ne va peut-être pas aller dans l'historique du système éducatif congolais, parce que le système éducatif congolais, à l'époque, le système privé a existé, et le système éducatif a existé lorsque nous avons vu les églises à l'époque, les religieux s'occupaient aussi de la formation. Et après la conférence nationale, qu'est-ce que nous avons vu également? Nous avons vu qu'il y avait certaines écoles qui avaient été étatisées, c'est-à-dire qui avaient été nationalisées, qui étaient rétrocédées à certains promoteurs ou à certaines confessions religieuses. Donc nous disons tout simplement que pour certains, ils ont de l'expérience, mais vous savez que pour nous, par exemple, les promoteurs congolais, il y en a qui débutent dans la chose, et on a toujours dit que lorsque vous démarrez dans un processus, il y a toujours une phase de naissance, une phase d'apprentissage et une phase où on commence à mieux connaître les choses et à se développer plus tard et à s'épanouir. Je crois que c'est même le schéma que suit le développement humain. Lorsque on est, il est difficile que, à moins qu'on se rapproche des films des enfants, lorsque nous voyons à la télé Kirikou, qui dès sa naissance sait déjà parler, il sait déjà marcher. Mais nous pensons que l'analyse que vous faites est très bonne et votre remarque est pertinente. C'est pas peut-être, moi je jugerais votre analyse. Votre école a vu le jour en 2001 à Brazzaville et en 2004 à Pointe-Noire. Dans quel contexte avez-vous créé l'école africaine du développement? L'école africaine de développement est née bien sûr d'un constat. Le constat, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de diplômés sur la place publique. Des diplômés qui sortaient des grandes écoles ici de renommée, qui avaient des formations diplômantes, mais qui n'avaient pas la qualification et l'emploi. Nous nous sommes dit, est-ce que c'était normal? Parce qu'il y avait un constat qui était fait. Certains employeurs de la place étaient obligés de se retourner, de regarder du côté des pays étrangers, du côté d'une qualification ou d'une main-d'œuvre, des compétences qui venaient de l'étranger, alors qu'il y a des jeunes Congolais qui sont là sur place. Et là, on s'est posé une véritable question. C'était l'adéquation formation-emploi. Est-ce que les écoles qui étaient sur place étaient à même d'apporter des compétences par rapport aux exigences qui se présentaient sur le marché local? Et d'où nous nous sommes posé cette question, comme je venais de le dire tout à l'heure, et nous avons répondu en disant, nous allons partir vers, cette fois-ci, les employeurs. Nous allons leur poser la question de savoir quels sont leurs besoins. À partir de cela, nous allons créer des filières qui feront de telle sorte que lorsque nous formons
des étudiants, à leur sortie, ils sont en mesure d'aller dans les entreprises facilement. Au lieu de faire des formations purement diplômantes, on s'est dit on va faire des formations également qualifiantes. Vos détracteurs pensent que vous formez souvent en banque et finance. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande aux enfants qui ont suivi le cursus donc, des écoles d'enseignement supérieur privé, ils disent j'ai fait banque et finance. Vous ne formez qu'en banque et finance? Bon, nous avons beaucoup d'options. Nous avons beaucoup d'options. Nous avons des options pour regrouper un peu les filières. Nous avons les options commerciales, oui, et nous avons les options industrielles. Bon, nous avons également des options dans le commerce qui vont vers le paramédical. C'est vrai que l'État ne nous donne pas la latitude de former dans ces domaines-là, mais nous avons des techniciens de vente, par exemple, en ce qui concerne le domaine paramédical. Donc, nous avons des options comme l'informatique. Et là, je veux souligner que c'est en fait l'informatique constitue en fait la formation transversale qui se retrouve un peu partout dans toutes les options, parce que nous nous sommes dit que les nouvelles technologies aujourd'hui prennent une place de choix. Et même lorsqu'on parle de l'émergence, tous les pays émergents aujourd'hui, on ne va pas les citer, ce sont des pays qui ont développé les nouvelles technologies. Et l'économie, aujourd'hui, le développement de l'économie donne une place essentielle en ce qui concerne l'informatique ou les nouvelles technologies. Donc nous avons l'informatique, nous avons les télécommunications et réseaux, nous avons l'électronique, nous avons des formations en direction du pétrole, parce que nous sommes un pays à vocation de production. Et vous avez des matériels pour l'apprentissage. Comment s'effectue l'apprentissage de ces filières? Bon, nous avons, il faudrait peut-être qu'on se rende à l'école et puis qu'on ouvre nos laboratoires pour que vous essayez de regarder. Nous avons des illustrations. Voilà, des images. Nous avons des laboratoires qui sont appropriés. C'est vrai que en ce qui concerne le plateau technique, il faut toujours le renouveler. Il faut toujours de temps en temps avoir des budgets pour qu'on soit au top. Mais ce que nous avons comme essentiel, l'essentiel que nous avons permet à tout un étudiant, aux étudiants qui viennent, d'avoir l'essentiel afin de faire de telle sorte qu'ils comparent un peu la théorie qu'ils ont reçue en classe avec la pratique. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, nous avons, en ce qui concerne les experts, les enseignants, nous avons, en ce qui concerne... Quels sont les critères de recrutement de vos enseignants? Les enseignants, les critères sont connus. Hein. En ce qui concerne la formation supérieure, c'est-à-dire l'université, oui, les critères sont connus. Lorsque on a par exemple un diplôme Bac plus 5, hein, on est à même de faire un cours en première ou deuxième année, troisième année même de licence. Mais lorsque c'est le niveau master, donc la quatrième année, la cinquième année, en ce moment-là, nous regardons un peu plus vers les diplômes, ceux qui ont le doctorat. Bon, mais qu'à cela ne tienne, nous disons que nous sommes là pour une formation professionnelle. Donc parmi vos étudiants, vos enseignants, on ne trouvera pas les enseignants avec des diplômes douteux, comme on le dit? On n'a pas des diplômes douteux, mais nous avons aussi, en dehors des diplômes universitaires, nous avons la valorisation des acquis par expérience. Nous avons des compétences, parce que nous formons, nous avons une formation professionnelle, nous avons des cadres ou des experts qui sont dans le métier et qui ont travaillé des années durant. Et à partir de leur expérience, nous pouvons les consulter et leur donner certains enseignements. Donc nous avons d'un côté les professionnels et nous avons les enseignants qui ont simplement un titre universitaire. Parce que on peut sortir avec un titre universitaire, aussi ronflant que soit-il, mais ne pas avoir l'expérience, et l'expérience s'acquiert au fil du temps sur le terrain. Quelles sont les conditions d'accès à l'école africaine de développement? Bon, l'école africaine de développement, je me suis axé tout à l'heure sur la formation supérieure. Oui. Il faudrait que je dise que l'école africaine de développement, en fait, en son sein, il y a deux cycles. Le cycle moyen
donc de niveau lycée. Pour nous, c'est une pépinière, c'est une formation complémentaire. Là, nous recevons donc les jeunes gens qui viennent de niveau lycée. Un élève peut arriver avec son BPC et frapper à nos portes pour suivre une formation de 3 ans. À la fin, il aura donc un diplôme de technicien qui va lui permettre de s'inscrire au cycle supérieur de l'École africaine de développement. Mais en dehors de ça, nous avons le cycle supérieur. Nous avons le cycle supérieur et au cycle supérieur, pour y être inscrit, il faut avoir un niveau bac. Bon, quand je dis bac, on peut avoir un bac, mais on peut aussi avoir un diplôme équivalent au bac, parce que le bac, c'est notre... Bon, mais je vais parler des diplômes des pays voisins. Par exemple, en face, il y a des auditeurs qui sont en train de nous suivre. Ils ne connaissent peut-être pas le bac. Ils ont des diplômes à eux, un diplôme équivalent qui est sanctionné par le niveau de la terminale. C'est cet équivalent qui pose problème, parce qu'il y a certaines personnes, certains observateurs, lorsqu'on dit équivalent au bac, donc ils se disent que les instituts ou supérieurs privés ne sont pas sérieux. Bon. Parce que pour eux, pour être à l'université, il faut le bac. Que répondez-vous à toutes ces personnes? D'accord, moi je me dis, hein, ces questions peuvent avoir justement un fondement. Oui. Mais pour avoir accès à l'EAD, nous disons que si vous venez avec un diplôme qui est tout autre que le bac, ce diplôme doit être homologué. Quand je parlais tout à l'heure des diplômes qui viennent d'en face, parce que nous avons des cas comme cela, nous avons une représentation de l'ambassade par exemple de Kinshasa qui est ici, et nous demandons à partir de ce moment au personnel consulaire de nous authentifier ce diplôme, si ce diplôme a l'équivalent et où est l'équivalent d'un bac. En quelle année l'EAD a été agréé par bon, le système d'agrément, le ministère? Voilà, le système d'agrément, il n'est pas vieux. C'est vrai que nous étions en train d'évoluer avec des autorisations provisoires. Oui. Nous avons évolué depuis 2001, date de notre création, avec des autorisations provisoires qui étaient signées. Mais la commission réelle d'agrément a été créée il y a 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans, disons 3 ans, que la commission d'agrément a eu lieu, mise en place avec une représentation de toutes les couches par rapport à un décret qui avait été pris par les autorités. Et à partir de ce moment-là, il y a 3 ans, nous évoluons sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur avec un agrément. Donc 12 ans ou 13 ans après, aujourd'hui, vous construisez vos locaux. Pourquoi avoir attendu 10 ans après? Voilà, la question est pertinente. Vous savez que, comme je venais de dire, dans toute entreprise, c'est comme le développement de l'être humain. Il y a une période de démarrage, oui, une période où on commence à croître, et une période où on commence à croire en soi, et on peut, à partir de ce moment, chercher à faire des investissements, un investissement, et chercher à décoller. Et donc, comme je le disais, vous savez que nous avons, sur le plan financier, l'aide, enfin disons, nous reposons notre développement tout simplement sur les écolages. Nous avons les écolages tout simplement qui nous permettent de mener notre politique. C'est à partir des écolages que nous devons assurer notre fonctionnement quotidien. C'est à partir des écolages que nous assurons le paiement de ceux qui viennent, qui travaillent avec nous, que ce soit le personnel administratif, que ce soit également les enseignants. Et c'est également à partir de ces écolages que nous devons chercher à investir pour qu'on soit un peu plus grand. Et donc nous avons pensé que le temps, comme vous l'avez dit, hein, les 10 ans nous ont permis d'amasser ou d'avoir une économie afin de nous permettre de faire ce que nous avons réalisé. Votre direction générale se trouve à Mungali. Pourquoi avoir choisi le quartier Mungali? Bon, tout simplement c'est simple, hein, la réponse est simple. C'est là où se trouve également notre bâtiment R+4 qu'on a mis en exploitation il y a quelques jours et qu'on compte terminer d'ici la fin de l'année 2000. Est-ce que ça veut dire que les autres établissements seront fermés?
Par exemple, le site de la cathédrale Non, justement, parce que nous disons que c'est une extension, en quelque sorte. Nous avons fait une extension par rapport à la demande, par rapport justement à l'ampleur qu'est en train de prendre l'école africaine de développement, vu que c'est une école agréée. Et même là, nous sommes une école africaine de développement. Nous allons commencer par le Congo. Nous allons ensuite regarder comment atteindre la sous-région et peut-être l'Afrique entière. Et donc, vu cette dimension, nous nous disons qu'on ne peut pas se cantonner tout juste à un petit endroit. Quelles sont les nouvelles options que vous lancez? Bon, les nouvelles options, il y en a beaucoup pour cette année 2013-2014. On va essayer de les énumérer. Il y a le tourisme et l'hôtellerie. Il y a la pétrochimie et le raffinage. Il y a les techniques d'exploitation minière. Il y a le génie civil. Il y a l'hygiène, sécurité et environnement. Les statistiques décisionnelles et de planification. L'administration des entreprises. Vous voyez que dans tout ça, on essaie un peu d'avoir toute une kyrielle d'options pour s'incruster de plus belle au LMD. Avez-vous le moyen matériel important pour accueillir beaucoup des étudiants? En ce qui concerne les bâtiments ou l'espace, nous en avons suffisamment. Nous avons également beaucoup de salles, puisque les bâtiments, il y en a maintenant suffisamment. Nous avons le site de la cathédrale déjà, en ce qui concerne Brazzaville et le site de Mongali. En dehors de ça, nous avons du matériel, nous avons des tables et chaises pour ça et des salles de classe, des salles de TP, des salles de cours théoriques. Je crois qu'à ce niveau-là... Est-ce qu'on verra comme ailleurs un ordinateur pour 5 élèves, pour 5 étudiants? Non, nous avons en tout cas fait un investissement avec nos partenaires qui nous aident et c'est même l'occasion de féliciter les partenaires socio-économiques vers lesquels nous nous sommes retournés justement après avoir, comme je le disais tout à l'heure, après 10 ans d'économie, nous avons eu de quoi frapper à la porte des institutions bancaires. Je ne citerai peut-être pas la banque, une grande banque de la place qui nous a aidés justement dans l'investissement afin de nous pourvoir les moyens qui aujourd'hui nous ont permis d'acquérir ce matériel. Nous avons l'équipement qu'il faut et je crois qu'on n'aurait rien à envier à certaines écoles de certains pays occidentaux. Donc vous pouvez accueillir des étudiants venant de partout en Afrique? Oui, puisque notre vocation à terme, c'est de faire une école africaine de développement. Et nous avons déjà commencé avec notre structure qui a débuté en 2001 à accueillir des étudiants qui venaient de la sous-région. Nous avons plusieurs nationalités d'étudiants des pays étrangers de la sous-région qui s'inscrivent à l'UAD, qui rentrent, qui étudient et qui sortent avec un diplôme signé École africaine de développement. Pourquoi dites-vous que l'école africaine du développement, c'est la meilleure école? Mais vous savez, c'est comme lorsqu'on met au monde un enfant. Moi, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai toujours dit que mes enfants sont les meilleurs. Bon, c'est vrai que quelquefois, il faut aussi se mirer pour regarder ses défauts. Et c'est pour cette raison qu'il y a des évaluations. Les évaluations se font par des cabinets conseils. À notre niveau, nous travaillons avec des cabinets conseils qui regardent, par exemple, dans le cadre de l'application du LMD. Le LMD a été, disons, mis en place suite à la réunion des ministres de la sous-région au niveau économique, puisqu'on parle de l'intégration sous-régionale, des grands espaces. Nous avons aussi, au niveau de l'enseignement, en ce qui concerne le ministère de l'enseignement supérieur, reçu le mot d'ordre de notre ministère de tutelle qui a dit qu'à partir de telle année, on doit tous s'arrimer au LMD. Mais vous savez que le LMD, c'est, disons, en ce qui concerne l'ingénierie pédagogique, on ne peut pas dire que du jour au lendemain, on va appliquer un nouveau système qui arrive et du jour au lendemain, on sait déjà comment le faire, l'appliquer, ainsi de suite. Donc, dans le cadre de l'application du LMD, nous avons le LMD
qui est mis en application à l'école africaine de développement, nous avons des entreprises conseils qui viennent et qui regardent ce que nous faisons. Et savez-vous comment appliquer le système LMD? Justement à base de l'expertise que ces cabinets conseils font, nous avons des fiches de notation. Nous avons soit une bonne note dans tel domaine, soit une mauvaise. Alors, quand c'est une mauvaise note, il nous appartient maintenant de relever cela en demandant quelles sont nos failles afin de faire mieux à la prochaine fois. Voilà ce que je peux dire à ce. Que deviennent vos étudiants? Bon, les étudiants, voilà, la plupart des étudiants, c'est la question première pour nous, c'est le taux d'employabilité. Lorsque nous formons des étudiants, il faudrait que c'est pas le fait de leur attribuer, de leur donner un diplôme. C'est pas ça. La finalité, c'est de voir ces étudiants qui sortent s'exprimer en entreprise, avoir un poste, et à partir de ce moment-là, nous pouvons dire non, mais nous avons formé un étudiant qui représente l'EAD et qui est en train de servir. Voilà le résultat que nous avons eu, c'est d'avoir placé un étudiant dans une entreprise. En 10 ans, vous avez déjà placé combien de cas? Disons que nous avons formé beaucoup de générations et je suis vraiment ravi de voir que même ici, au moment où j'accorde cette interview, que nous avons beaucoup de jeunes gens outillés, des grands techniciens que je vois en train de manipuler cette technologie. Vous savez que l'audiovisuel, c'est pas une technologie où on peut venir s'aventurer du jour au lendemain. Quand je vois des jeunes gens manipuler la technique comme telle, être des experts en télécommunication, je suis ravi. Et ça, j'ai la main au cœur pour me dire que nous avons formé réellement à l'UAD et ils sont là en mesure de nous représenter. Que pouvez-vous dire aux parents qui vous font confiance chaque année en envoyant leurs enfants chez vous? Moi, je vais dire aux parents de ne pas arrêter. C'est vrai qu'ils ont eu des étudiants, leurs enfants qui sont passés chez nous. Sûrement certains sont passés, qui ont été placés dans d'autres entreprises, dans des grandes entreprises de la place ou dans des entreprises à l'intérieur du pays, ou peut-être qui évoluent à l'étranger, continuent à évoluer, qu'ils continuent à nous regarder, à venir vers nous, même lorsqu'ils ont un enfant qui travaille, afin qu'on puisse avoir des informations sur l'évolution de leur enfant en entreprise. Parce que nous avons besoin de ce feedback-là. Bon, ceux qui n'ont jamais placé des étudiants chez nous, je leur demanderai de venir voir, de toucher du doigt ou de tâter, comme on le dit souvent dans l'expression, venir vers nous, essayer de voir. Nous allons ouvrir nos portes. Et même là, je vais leur donner un rendez-vous. Nous avons une opération porte ouverte qui aura lieu au début du mois d'octobre. Je crois que ça va être l'occasion que tout le monde vienne vers nous, le public, tout le public peut venir, que ce soit les parents, que ce soit les étudiants eux-mêmes, que ce soit même vous, justement, le personnel de la presse. Nous sommes passés, nous avons vu ce beau cadre. Ça veut dire que vous allez accueillir les enfants cette année en chantier? Oui. Il y aurait beaucoup de bruit? Bon, disons que nous avons un emploi de temps. Nous avons un emploi de temps, nous avons mis, ce qui est opérationnel, c'est que nous avons le niveau rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième qui sont opérationnels, mais le troisième et le quatrième ne sont pas encore opérationnels. Et nous avons un emploi de temps. L'emploi de temps, c'est lequel? C'est que lorsque les travaux s'effectuent, il n'y a pas de cours. Parce que nous savons qu'il y a des risques lorsqu'il y a un chantier. Et on n'entre pas dans un chantier la tête nue, découvert. Pour ce faire, nous pensons que les cours doivent débuter au moment où le chantier est arrêté. Et nous allons faire un effort pour terminer tous les travaux essentiels afin que la rentrée s'effectue sans pour autant qu'il y ait beaucoup de travaux à faire et que le minimum reste à faire lorsque les étudiants seront dans les salles de classe. Quelle sera la particularité de l'année 2013-2014? Bon, la particularité de l'année 2013-2014, en ce qui concerne la formation, c'est que nous voulons beaucoup plus nous axer vers la politique de formation du gouvernement, parce que nous rentrons dans le plan national de développement et il est dit que le gouvernement a besoin de tant de cadres
Si on veut être un pays émergent, il faut qu'on prenne un départ. Et nous sommes là pour mettre la main à la pâte par rapport à la politique de développement du gouvernement qui dit que d'ici 2025, nous devons déjà commencer à avoir des plans d'action et de gouvernement. Nous nous inscrivons donc dans ce cadre, dans ce contexte, pour que nous aussi, nous puissions apporter les cadres qu'il faut dans l'édification de ce pays. Et nous abordons aussi le contexte du développement durable. Ce poids repose beaucoup plus sur vous, vous des formateurs. Quel est le plan de votre formation? Pour l'instant, nous avons un plan qui est axé sur 5 ans et qui, comme on venait de le dire, qui veut d'abord qu'on termine avec la finition du bâtiment. Et lorsqu'on aura fini avec l'édification du bâtiment, on va regarder du côté de nos partenariats parce que vous savez que nous avons adopté le système LMD. Nous avons la licence, le master, le doctorat. Ce n'est pas un secret qu'il y a souvent des partenariats qui font que l'on puisse continuer avec la formation. Les étudiants qui sortent sont obligés d'aller ailleurs pour parfaire leurs connaissances et avoir des diplômes élevés, comme le doctorat. Parce que nous n'avons pas assez de moyens ici. Voilà, donc nous n'avons pas encore la structure comme il se doit pour former. Quand est-ce que nous aurons la structure Justement, c'est là, dans notre plan d'action, nous espérons que dans les 5 ans à venir, nous serons en mesure, comme le stipule notre plan de formation ou notre plan d'action, nous serons en mesure d'avoir les compétences qu'il faut. Ça pourrait être par rapport à la mobilité des enseignants, parce qu'on peut aussi signer des contrats dans le cadre de la mobilité des enseignants qui viendraient avec les diplômes qu'il faut pour assurer ces formations doctorales, ou encore dans le cadre de la mobilité des étudiants qui peuvent aussi venir d'ailleurs pour faire une formation doctorale à l'école africaine de développement. Monsieur Isaac, oui. C'est vrai que cette conversation est passionnante. Nous espérons seulement vous revoir prochainement dans cette émission pour parler du système éducatif du Congo et bien sûr de cette école, cette très grande école et belle, l'EAD. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie également. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission, comme vous l'avez compris. Donc prenez soin de vous, chaque jour est une vie. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur cette chaîne.